Bonjour à tous et à toutes. Nous reprenons, je dirais, le cycle des webinaires du mardi et on a la chance aujourd'hui d'avoir pour invité Jocelyn Tuiliez, qui est directeur de recherche au CNRS, titulaire d'une chaire en économie de la santé, donc au Centre de recherche en économie et management de Rennes, qui est donc une unité CNRS rattachée, on va dire, plutôt à la faculté de sciences économiques et de gestion. Dans ce cadre aussi, Jocelyn Thuiliez est, je dirais, du fait de son domaine de compétences, je dirais, connu et reconnu à l'EHESP, notamment en tant que membre du conseil scientifique de l'EHESP, mais nous savons aussi qu'il, je dirais, collabore avec un certain nombre de nos enseignants-chercheurs et de nos chercheurs à l'EHESP. Et aujourd'hui, l'idée est de partager ces travaux et en particulier ces travaux sur le paludisme et sur donc les questions d'éducation, de politique de contrôle. Comme d'habitude, le webinaire se déroule, je dirais, de la façon suivante, 30 à 40 minutes de présentation et je sais que Jocelyn va être très rigoureux et tenir ce temps de parole. Et puis, il y aura un moment qui sera partagé entre nous, c'est-à-dire le moment des questions-réponses. Et la question-réponse, enfin, les questions se posent, je dirais, dans l'espace justement questions et réponses, Q&R, pour communiquer avec les intervenants, parce que je relaye donc les questions et je relaye les commentaires. Donc, c'est toujours le même, je dirais, modus operandi. J'ajoute aussi que, bonne nouvelle, nos sessions sont notamment visionnables maintenant sur la chaîne YouTube de l'UHESP. Donc l'enregistrement se produit et sera mis en ligne d'ici quelques semaines. Donc ça sera aussi pour de l'information auprès des personnes qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui. Je pense au présent, c'est-à-dire à tous les participants, de relayer aussi cette information. Si par hasard vous sentez qu'il y a des collègues ont eu envie ou qui ont regretté de ne pas être présents aujourd'hui pour entendre Jocelyn Tuiliez. Donc, je laisse dès maintenant la parole à Jocelyn pour sa communication qui va pas tarder avec un partage d'écran au sujet du paludisme, de l'éducation et politique de contrôle. Oui, merci beaucoup Sylvie de cette introduction et puis également merci de votre invitation à présenter à l'EHESP. C'est toujours un plaisir de présenter à l'EHESP. Donc effectivement, je suis chercheur sur Rennes au CNRS, au Centre de recherche en économie et management, et je vais vous parler aujourd'hui de paludisme, éducation et politique de contrôle. Une présentation que j'ai également faite récemment à l'INSERM et j'espère que certains d'entre vous que je reconnais ici ne s'ennuieront pas trop. Donc je commence en fait sur la thématique générale, hein. Je suis un chercheur, donc un économiste qui s'intéresse au lien entre pauvreté et développement économique ou au lien entre à la relation bidirectionnelle entre santé et développement économique ou activité économique. Cette relation reste assez mal comprise. Est-ce le développement économique qui est source principale de progrès sanitaire ou au contraire, est-ce que le progrès médical et sanitaire est source de développement et d'activité économique? Donc, sur la gauche, vous avez la courbe de Preston hein, qui montre assez bien cette corrélation au niveau macro. Et il y a quelques faits intrigants, malgré une baisse assez forte de la mortalité infantile et des enfants en Afrique. De nombreuses technologies médicales sont disponibles et pourtant on a encore une assez faible espérance de vie dans les pays les plus pauvres. Et à l'inverse, aux États-Unis, on a eu une forte espérance de vie et un fort revenu, mais qui est actuellement menacé par la crise des opioïdes générée par le système médical. Donc ça ne veut pas dire évidemment que le système médical génère une plus faible espérance de vie, mais ça veut dire que la relation est probablement complexe, à la fois au niveau macro et au niveau de l'individu. Donc, pour ce qui concerne le sujet d'aujourd'hui, à savoir le lien entre paludisme, pauvreté et développement économique, donc il y a deux études que vous connaissez probablement.
La première est celle de Barlow, en fait, qui a essayé d'estimer les effets de l'éradication du paludisme sur le revenu par habitant. Donc c'est un MEGC, hein, c'est un gros mot pour dire modèle d'équilibre général calculable. Modèle, ça veut dire que c'est un modèle mathématique. Comme les épidémiologistes, nous modélisons en économie en fait la dynamique d'une économie et son évolution au cours du temps. Et calculable, ça veut dire que on peut l'estimer, on peut le calibrer pour représenter et analyser la vie réelle, on va dire. Donc dans ce travail, en fait, Barlow estime que les effets d'une éradication du paludisme sont positifs sur la taille de la population, donc un effet démographique d'augmentation de la population, à la fois du fait de la baisse de la mortalité et de l'augmentation de la fécondité, donc une meilleure santé pour les femmes de façon générale. Des effets positifs sur le facteur travail et le facteur production, une hausse de l'offre du travail et de son efficacité, l'exploitation possible de nouveaux territoires, mais des effets négatifs sur le facteur capital. Donc, il y a toujours ces deux facteurs capital-travail en économie. Et cela est dû en fait à une épargne qui sera limitée par la croissance démographique et par la pression sur les investissements publics. Donc, dans ce modèle d'équilibre général calculable, Barlow ne prend pas en compte les effets d'éducation. Il ne prend pas en compte l'accumulation de capital humain qui a été intégré plus tard dans les modèles de croissance endogène ou à peu près à la même époque et qui n'est pas prise en compte ici. Mais quand il a estimé ce modèle sur des différents pays, il a estimé que les effets négatifs l'emporteraient à long terme sur les effets positifs, ce qui pose des questions pour toute politique de contrôle de santé publique. La deuxième étude que vous connaissez sans doute, c'est celle de Sachs, hein, qui à l'époque était président de la commission macroéconomie et santé de l'OMS, et qui a montré à partir de régressions multivariées sur données macroéconomiques, donc au niveau pays, que la pauvreté n'est pas une cause majeure du risque palustre. Les conditions écologiques déterminent l'intensité de et la distribution géographique de la maladie. Mais par contre, les pays où le paludisme est transmis sont plus pauvres et ont une croissance inférieure de 1,3 par personne et par an. Donc, ça veut dire un fort impact sur la croissance économique. Cet article a été très cité, mais également très discuté, probablement en grande partie du fait de la qualité des limites des données macroéconomiques. Donc, depuis, il y a eu des études beaucoup plus robustes au niveau micro, donc sur la base de données individuelles, et qui ont été faites en expérience naturelle. Donc, elles sont non spécifiques au paludisme, elles exploitent des interventions sanitaires, des chocs de santé, c'est-à-dire une amélioration soudaine de la santé à l'échelle de la société. Et ces études se sont également focalisées sur des politiques d'éradication du paludisme ou d'élimination du paludisme, euh, pour être plus précis, puisque le paludisme est encore présent dans de nombreux endroits de la planète. Et donc, ces études ont principalement eu lieu dans des zones géographiques où ce n'est pas falciparum hein, qui est le plus présent. C'était plutôt du vivax ou d'autres formes du parasite. La plupart de ces études, en fait, comme je l'ai dit, exploitent en fait un choc quasi expérimental, hein, c'est-à-dire une expérience naturelle, hein, et elles essayent de croiser en fait la mortalité palustre avant intervention, par exemple à l'aide de cartes historiques, à des chocs de politique publique, donc de l'avant-après, permettant de supprimer ce risque, et elles permettent de définir des contrefactuels qui sont plus convaincants pour une analyse causale en population et en conditions réelles. Donc, je prends la causalité avec des pincettes parce qu'évidemment, il y a tout un tas de tests de robustesse à effectuer dans ce cadre-là. Et la littérature en différence a beaucoup évolué aussi depuis cette époque avec des modèles de plus en plus sophistiqués au niveau sur le plan empirique. Mais néanmoins, ces études sont beaucoup plus robustes que l'étude de Sachs initiale. En quelque sorte, elles cherchent à estimer l'exposition des cohortes. Et donc, ces études se sont focalisées, par exemple, sur les campagnes d'éradication du paludisme aux États-Unis, au Brésil, en Colombie ou au Mexique, dans les années 20 ou dans les années 50, pour mesurer à quel point l'exposition au paludisme pendant l'enfance impacterait le revenu à l'âge adulte. Donc, par exemple, vous avez un déclin de la maladie et vous avez une exposition durant l'enfance qui correspond à ce déclin. Et donc, les individus vont être partiellement exposés à la campagne et vous pouvez comparer les cohortes nées après la campagne avec celles nées avant la campagne.
Donc, c'est un peu l'avantage comparatif de l'économie dans ce champ empirique. Plutôt que de regarder des cohortes, des études de cohortes construites ad hoc, on va aller chercher en population des cohortes et des études sur la base de surveys démographiques et de santé qui ont été faites. Donc, on exploite la variation géographique sur la base de cartes historiques. Ici, c'est un indice écologique du paludisme, mais vous avez aussi des données sur la prévalence dans le sud des États-Unis à l'époque. Et on part du principe que, à partir du moment où la campagne d'éradication a lieu, les zones les plus fortement touchées vont bénéficier le plus de la campagne d'éradication ou d'élimination. Et du coup, elles devraient bénéficier le plus également en termes d'outcome de santé et également ensuite en termes de revenus si le paludisme affecte le revenu. Donc, on exploite cette variation géographique pour définir en quelque sorte l'intensité du traitement. Et ici, vous avez la même chose avec la Colombie, où vous avez en fait, vous voyez que les zones les plus fortement infectées initialement, donc en X, par le paludisme, sont celles qui ont bénéficié le plus aussi du déclin du paludisme en valeur absolue. Et donc, à partir de là, vous pouvez euh, sur la base de l'exposition initiale avant le démarrage de la campagne, donc qui est plus exogène que la variation au cours du temps du paludisme, vous pouvez définir un contrefactuel un peu plus fiable euh, au niveau géographique. Donc les résultats de ces études indiquent que les cohortes nées après l'éradication ont des revenus plus élevés à l'âge adulte que la génération précédente. Les individus exposés au paludisme pendant l'enfance gagneraient à peu près 50% de moins à l'âge adulte que ceux qui n'ont pas été exposés. Et les changements entre cohortes coïncident aussi avec l'exposition de l'enfance aux campagnes, plutôt qu'avec des tendances préexistantes ou des mécanismes concurrentiels, puisque la quasi-expérimentation permet de contrôler pour ces aspects. L'effet est également plus fort dans les zones qui étaient plus à risque de paludisme, une sorte d'effet de dose, si vous voulez, permettant d'être un peu plus convaincant sur le plan causal. Et donc, graphiquement, ces études apportent aussi un éclairage graphique assez simple, hein. C'est-à-dire que ici, on a l'effet du paludisme dans les années 20, donc avant le démarrage de la campagne, sur les différentes cohortes au cours du temps. Et on voit qu'au début de la période, si on prend le Brésil, cet effet est très négatif sur le revenu. Et au fur et à mesure qu'on progresse dans la campagne, donc les enfants sont de plus en plus exposés à la campagne et l'effet devient progressivement positif et donc, on a un effet positif à la fin sur le revenu. Et si on fait de la comparaison entre cohortes, donc en comparant celle de la fin de la période avec celle du début de la période et en regardant la différence de revenus qui est comparée à l'intensité du paludisme initial, on s'aperçoit que cet effet est d'autant plus fort que les zones étaient le plus impactées par le paludisme. Donc, c'est un argument de causalité qui reste assez fort. Donc, suite à ces études, hein, on est toujours dans une introduction générale sur le lien entre paludisme et pauvreté ou paludisme et revenus. D'autres études ont cherché à approfondir la compréhension des mécanismes d'impact, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la relation directe entre paludisme et revenus, mais on va aller chercher les liens de mécanismes, un peu comme l'avait fait Barlow, mais sur la base d'études empiriques confortées par des modèles théoriques. Donc, il y a eu des études qui se sont focalisées sur la fécondité. Donc, c'est le cas de Lucas, par exemple, dans l'American Economic Journal, ou de Wild dans Démographie. Des études sur la productivité à l'âge adulte, donc c'est la génération actuelle. Des études parfois sur le travail des enfants et des études sur l'éducation et l'accumulation de capital humain. Donc, c'est notre contribution ici, essayer d'explorer en profondeur ce mécanisme-là, évidemment avec d'autres auteurs qui ont également travaillé sur ces sujets. Et donc, nous allons nous focaliser sur l'Afrique, puisque c'est là où le paludisme a le plus d'impact. Vous savez que le paludisme frappe principalement et tue principalement des enfants africains. Et donc, au lieu de se focaliser sur d'autres zones, on s'est focalisé sur l'Afrique. Une des explications pour lesquelles les études précédentes ne s'étaient pas focalisées sur l'Afrique, c'est qu'on avait assez peu de données historiques sur les programmes de contrôle du paludisme et qu'il y avait assez peu de programmes qui avaient fonctionné de façon très efficace.
Donc évidemment, ces mécanismes, les trois mécanismes que je viens de mentionner, fécondité, productivité, éducation, sont interdépendants et le résultat net peut différer à court ou long terme, comme dans l'étude initiale de Barlow. Et donc, par exemple, l'effet biologique du paludisme sur la fécondité à court terme devrait être négatif, et donc une politique de contrôle devrait avoir un effet positif. Mais les théories de la transition démographique suggèrent que l'augmentation de l'espérance de vie change les préférences des ménages pour le niveau d'éducation des enfants par rapport à la quantité d'enfants que ces ménages auront. Et donc, une campagne qui contrôle efficacement un problème de santé devrait potentiellement diminuer la fécondité à long terme des ménages. Mais également, un plus fort niveau de revenu augmente la fécondité car les enfants sont coûteux. Et donc, il y a des questions à la fois théoriques et empiriques qu'il faut résoudre ici. J'ai pris que l'exemple de la fécondité, mais vous pouvez ajouter des questions de marché du travail dans cette dynamique-là. Donc, ce que nous avons fait, hein, c'est que nous sommes partis d'études de cohorte locales. Donc, quand on a commencé ces travaux en 2006-2007, il y avait à peu près très peu d'études il y avait très peu d'études qui s'intéressaient aux effets du paludisme sur l'éducation et la cognition et l'accumulation de capital humain. Et donc, on s'est attardé sur les effets du paludisme au niveau des villages, en se focalisant plus précisément sur le paludisme asymptomatique également. Ensuite, on a effectué des essais randomisés dans des villages, c'est-à-dire que la question est légèrement différente. On regarde l'effet d'un traitement préventif ou curatif dans les écoles sur l'attention et les performances scolaires. Et enfin, on est allé vers des expériences naturelles qui intéressent plus les économistes, c'est-à-dire à très large échelle, incluant plus de facteurs à long terme et plus d'évaluation de politiques publiques pour aller regarder les effets des politiques de contrôle sur la mortalité, l'éducation, la fécondité et le marché du travail. Et donc ça, c'est des travaux qui datent de 2020 à peu près, dans 27 pays africains, sur plusieurs millions d'individus, sur la base d'enquêtes de démographie et de santé. Donc on a vraiment différentes strates et on a couplé ça à de la modélisation comportementale, des modèles de qualité, quantité démographique par exemple. Donc, ça a des implications en termes de conception de la maladie, en termes de recommandations. Par exemple, l'OMS a changé ses recommandations sur les traitements préventifs intermittents sur la base de certains de ses travaux réalisés avec d'autres. Le Brookings Institute aussi a repris certains de ses travaux. Donc, paludisme et éducation, je vais commencer par, quand on est arrivé sur le sujet, on a commencé par faire une revue de littérature hein, assez classique et par essayer d'identifier les effets à la fois biologiques et moins biologiques, comportementaux qui nous intéressent plus en tant qu'économistes. Donc, on a essayé de distinguer différentes phases de la maladie, des épisodes aigus ou sévères, le paludisme chez la femme enceinte, donc l'exposition in utero, le paludisme asymptomatique, les cas répétés et non compliqués, etc., etc., avec différents canaux biologiques allant de l'anémie aux effets neurotoxiques du parasite, et également des effets plus comportementaux, c'est-à-dire le développement de l'enfance, des isolements d'ordre fonctionnel, des limites d'activité qui pourraient avoir des effets sur la scolarité de l'enfant. Ensuite, on a réalisé 3 études entre, on va dire, 2007 et 2017. La première en suivi de cohorte dans un village, hein, sur un an. Ces études sont arrivées séquentiellement. La deuxième qui exploitait des différences de susceptibilité ethnique au paludisme. Et enfin, un élargissement sur des données de démographie et de santé en quasi-expérimentation sur un pays, puis sur 27 pays. Donc, la conceptualisation économique du développement de l'enfant, c'est une fonction de production. Hein, je ne rentrerai pas dans le détail. Ça peut paraître un peu étrange de modéliser le développement de l'enfant comme cela, mais en quelque sorte, c'est des entrants, des investissements des parents et différentes variables qui vont rentrer dans ces modèles, qui peuvent être rendus plus ou moins dynamiques et avec plus ou moins de complexité et qui peuvent être estimés en économétrie des données de panel qui sont un équivalent de la différence en différence, ce que je vous ai présenté auparavant. Donc, dans ces variables, on va prendre en compte, par exemple, les caractéristiques de l'école, de l'enseignant, les années de scolarisation, est-ce que l'enfant est aidé par les parents, quel investissement les parents mettent dans l'éducation, etc. On va regarder l'historique de santé, y compris l'historique de palud. Donc, la première étude était dans un village spécifique dans lequel on a suivi de façon active et passive les problèmes de paludisme chez l'enfant et on a regardé
donc la parasitémie chez l'enfant, à la fois mesurée par des moyennes géométriques, c'est un simple test de goutte épaisse ou de la PCR. On a des seuils pyrogéniques pour prendre en compte des effets non linéaires. On a mesuré l'anémie, la splénomégalie, les convulsions passées éventuelles, et également les mesures préventives contre le paludisme. Donc, à une échelle très fine du village, on a pu observer ces paramètres. On a également mesuré des tests de cognition. Donc, c'est des tests, ce sont des tests psychométriques ou psychotechniques, comme les tests de Raven, le Teach pour l'attention ou d'autres tests, hein, Kaufman ou autres, peuvent être utilisés. On a également utilisé des tests d'éducation qui sont dans nos routines par les enseignants locaux, donc en mathématiques, en lecture, etc. Et l'éducation formelle des ménages, l'absentéisme scolaire également, mesuré de façon très précise, enfant par enfant. Évidemment, on a d'autres contrôles avec des questionnaires habituels donnés aux ménages, donc la richesse, le type d'habitat, etc. Donc, pour commencer, en fait, on a regardé de façon assez descriptive si on avait des effets de nos suivis actifs, donc du paludisme, sur nos fonctions de cognition ou d'éducation que l'on peut suivre au cours du temps. Et donc, on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait un effet de la parasitémie sur le score de cognition et ça ressemblait à un effet de dose. Donc, plus la parasitémie était forte, plus le score de cognition était faible. De même avec le paludisme asymptomatique, on trouvait une sorte d'effet de dose. De même avec l'anémie, de même avec les suivis passifs, et également de même avec le mix suivi passif et actif. Donc, actif, c'est quand chaque mois, on reçoit tous les enfants, et passif, c'est simplement sur base d'une consultation, euh, quels étaient les effets. Donc, ensuite, on est passé à des modèles de régression en panel, où dans ces cas-là, on peut ajouter des variables retardées et on peut regarder également si cet effet de dose, il existe au cours du temps, c'est-à-dire est-ce que quand on laisse passer un mois, 2 mois, etc., l'effet décline au cours du temps. Et donc, oui, on s'apercevait en fait que l'effet déclinait au cours du temps. On trouvait bien un effet de dose et on trouvait bien un effet de différents aspects du paludisme et notamment du paludisme asymptomatique. Donc au total, sur cette première étude, les résultats à la fois descriptifs simples et de régression en panel, hein, en prenant en compte différents effets d'apprentissage, allaient dans le même sens, c'est-à-dire qu'un enfant qui avait subi une crise clinique de paludisme entre deux suivis actifs ou pendant le suivi actif avait un score inférieur d'à peu près, on va dire, un tiers de l'écart type de cette variable, de moins 0,36 à moins 0,54 sur une échelle qui va de moins 6 à 4 à peu près, pour donner un ordre de grandeur, en prenant en compte d'autres facteurs. Les infections asymptomatiques avaient également un effet significatif sur les performances des enfants, mais à un degré moindre que les infections cliniques. Et ces effets persistent, mais déclinent au cours du temps, sachant que les enfants sur place sont réinfectés fréquemment et qu'il y a des relations de dose et effet. Donc, le paludisme était également la principale cause d'absentéisme scolaire, toutes causes confondues, hein. On a fait un relevé assez précis du nombre de journées d'absence des enfants et le paludisme arrivait en premier, en premier. Suite à cette première étude, on est passé sur une deuxième étude qui cherchait à utiliser en fait l'immunité naturelle de certains groupes, hein, une sous-groupe, en ayant une sorte de randomisation mendélienne. C'est-à-dire, c'est une forme de randomisation qui utilise la méthode des variables instrumentales, très développée et très utilisée par les économètres. Et donc ici, en fait, on cherche un facteur Z qui va impacter notre infection palustre, qui, elle, va impacter notre outcome d'éducation. Et donc ce facteur Z, pour pouvoir l'utiliser comme une bonne source exogène de randomisation, pardon, il ne doit pas avoir d'effet via d'autres canaux que ce X. Et donc, l'immunité naturelle ou génétique ou épigénétique euh, peut être un candidat intéressant à explorer. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a exploité un choc saisonnier. On savait que les peuls, par exemple, ont une protection contre le paludisme. Ils ont euh, une parasitémie plus faible, par exemple. Et donc, on a exploité la variation au cours du temps de la parasitémie palustre. Et donc, elle va chuter
chez certaines ethnies, alors que les ethnies qui sont plus protégées vont rester relativement stables et donc vont nous permettre d'avoir un contrefactuel naturel pour analyser l'effet d'une variation du paludisme. Donc c'est ce qu'on a fait ici. On a une première régression qui regarde l'effet du paludisme sur un outcome d'éducation. Et ce paludisme est purgé en fait de ce qu'on appelle l'endogénéité. Et donc on récupère en fait la partie exogène liée à la variation pseudo-génétique, on va dire, ou épigénétique euh, conférée par la protection d'une ethnie en particulier ou d'un groupe en particulier. Donc, avec une régression de ce type, on capte l'effet sur les compliers, c'est-à-dire ceux qui sont affectés par un instrument Z. Si vous voulez, en fait, l'instrument Z est une sorte de pièce, en fait. Hein. Il mime la pièce dans la randomisation d'une étude expérimentale. Donc ici, la variable Z est une interaction entre un choc de saison et l'ethnicité, et on suppose sous certaines conditions que ces deux facteurs sont exogènes. Et donc là encore, on a regardé sur les mêmes types de scores, score de cognition, score d'éducation, et on retrouve des effets négatifs du paludisme sur l'éducation. Là encore, l'amplitude des coefficients implique que le fait d'être affecté par le paludisme diminue le score de cognition d'à peu près 0,8 écart type, le score d'éducation de 0,8 écart type, donc c'est quand même non négligeable, à peu près 13% de l'intervalle, si vous voulez, et diminue également le score éducatif moyen de l'enfant. Donc, de façon intéressante, euh, on a aussi modélisé certains comportements de compensation ou de rattrapage d'une ethnie sur une autre parce qu'il n'y a pas de raison. On n'observait pas, en fait, en comparant les ethnies entre elles, d'effets, enfin, de différences d'éducation entre des ethnies. On exploite juste cette spécificité ethnique pour l'aspect statistique, on va dire. Mais il n'y avait pas de différence ethnique de différence d'éducation entre les ethnies. Donc, peut-on généraliser ces résultats à l'échelle d'un pays? On a essayé de généraliser à partir d'enquêtes de démographie et de santé qui ont à la fois des facteurs d'éducation qu'on peut géolocaliser sur une carte de prévalence du paludisme. Et on va aller regarder, en fait, via également la méthode des variables instrumentales utilisées précédemment, on va aller regarder si les villages qui ont une plus forte prévalence du paludisme avaient également des taux de redoublement dans le primaire plus élevés que les villages sans prévalence du paludisme. Et là, on trouve un effet qui est autour de 15% de plus de taux de redoublement, par exemple. Et on trouve également une relation de deux effets. Ici, la variable instrumentale était les conditions écologiques ou la distribution des moustiques dans la zone, puisqu'on voit mal comment la présence de moustiques va impacter l'éducation autrement que via des variables de paludisme. Donc, c'est ce qui nous sert en quelque sorte de pièce de randomisation, si vous voulez. Et donc là encore, on avait des effets, notamment quand on regarde la prévalence de 2 à 10 ans qui nous intéresse plus particulièrement, des effets, deux effets, et des effets assez stables aussi selon les saisons. Donc ça, c'est pour les effets relativement court terme, je dirais. On a une autre façon de regarder les effets de court terme, comme je l'ai dit, c'est d'aller chercher de la randomisation de traitement. La question est différente, c'est-à-dire qu'on ne regarde plus l'effet direct de la maladie sur la cognition ou sur l'éducation, mais on va regarder l'effet d'un traitement sur l'amélioration de l'éducation et de la cognition. Et donc là, Clark et d'autres avaient déjà publié une étude dans le Lancet en 2008 montrant que l'association SP-amodiating en TPI, traitement préventif intermittent, améliorait l'attention des enfants et certains tests cognitifs. Et donc, on va mettre en place, on a mis en place avec ces mêmes auteurs qui nous ont gentiment invités à collaborer, des interventions pour aller regarder ces associations avec d'autres études. Et donc, on a eu des interventions séquentiellement, donc à la fois une éducation à la prévention du paludisme et une distribution de moustiquaires. Et puis, à la fin de la saison de transmission, on a encore donné un traitement préventif intermittent, artesunate avec SP, pour voir si ça avait des effets sur l'éducation au milieu scolaire.
Cette étude a connu des difficultés puisqu'en fait, quand on a commencé, on voulait regarder l'effet de la distribution des moustiquaires imprégnés. Et en fait, les recommandations ont évolué au cours du temps et donc on s'est retrouvé avec des moustiquaires qui étaient distribués par le gouvernement. C'est pour ça qu'on a basculé vers une distribution de traitements préventifs intermittents en suivant les recommandations qui étaient faites à l'époque. Donc, le groupe de contrôle ici a reçu des moustiquaires dans le cadre du programme national de distribution des moustiquaires dans la sous-région. Et nous, on va rajouter le volet éducation, on va redistribuer des moustiquaires dans le programme et on va rajouter du traitement préventif et on va évaluer ça sur 20 mois, comme on l'a fait précédemment avec des mesures de commission d'éducation. Donc, on a un essai randomisé classique en grappe, hein, sur lequel on a calculé un échantillonnage classique dans 80 écoles primaires, avec à peu près, ça dépendait, 40 élèves par école, ou 50 élèves par école, ça dépendait des outcomes qu'on regarde. Et donc, on s'est aperçu en termes de résultats, donc évidemment, les moustiquaires ayant été distribués en même temps que le programme national, on n'a pas tellement d'effet de moustiquaires ici, hein, et la moustiquaire permet de baisser la prévalence du paludisme, mais n'est pas complètement protectrice au niveau des enfants scolarisés. Et par contre, le traitement préventif intermittent, lui, affecte fortement à la fois l'anémie palustre et la parasitémie palustre, comme on peut le voir ici, entre intervention en bleu foncé et contrôle en bleu clair, euh, avant-après le traitement. Donc, une diminution spectaculaire de la parasitémie due au paludisme, principalement après traitement préventif intermittent, diminution significative de l'anémie, et on a eu également une augmentation de la tension euh, via les tests de cognition, mais on n'a pas trouvé d'effet sur les tests d'éducation. Est-ce que ça veut dire que le traitement a, lui, des effets adverses sur l'éducation, ou est-ce que nos variables d'éducation, qui ont connu plusieurs problèmes d'administration au niveau des tests sur 80 écoles, imaginez harmoniser tout ça. Voilà, en tout cas, on n'a pas trouvé d'effet sur les tests d'éducation. Il est possible aussi que le calcul d'échantillonnage a été plus particulièrement calibré sur les aspects de santé et de cognition et un peu moins probablement sur les aspects d'éducation. Euh, Ça peut être aussi une explication. Donc, une fois qu'on a regardé les effets à court terme avec différentes méthodes, on va essayer de s'intéresser aux effets un peu plus moyen terme, plus long terme et à large échelle. Donc, c'est une question qui est beaucoup plus intéressante pour nous, économistes, puisqu'il s'agit d'une question cruciale pour un système éducatif. Et donc, les quasi-expériences mentionnées auparavant, les expériences naturelles, ont été en fait répliquées. On a répliqué ce type d'expérience sur l'Afrique. Elles n'avaient pas été faites sur l'Afrique faute d'intervention efficace. Et nous avons du coup exploité les forts investissements dans la lutte contre le paludisme entre 2000 et 2015 pour avoir un choc quasi expérimental et analyser de la même manière les effets de cohorte que j'ai mentionnés dans 27 pays africains. Il faut savoir qu'entre 2000 et 2015, la mortalité palustre avait été divisée à peu près par deux, hein. Et donc, on a quand même un choc important en Afrique subsaharienne euh, de ces politiques, théoriquement. Donc, on a utilisé des données microéconomiques provenant d'enquêtes de démographie et de santé et quatre critères de jugement: donc mortalité infantile, fertilité, année d'éducation, participation au marché du travail. Donc ça, c'est notre carte de prévalence du paludisme avant la campagne, et puis tous les villages qu'on a pu géocoder sur l'Afrique, sachant qu'au sein de chaque village, il y a des individus dans ces villages. Donc l'économiste est intéressé en fait par une modélisation de la décision des ménages. Je vous ai dit qu'il y avait plusieurs variables qui allaient interagir entre elles, et notre objectif est de savoir comment une politique qui améliore la santé, donc le contrôle du paludisme, va affecter ces décisions de ménage en termes d'efforts d'éducation et des enfants, de fécondité, de participation au marché du travail. Donc, en général, on utilise des petits modèles simples pour nous aider en fait à comprendre comment les variables vont réagir. Et donc, on a une sorte de maximisation d'utilité sous contrainte. Donc, dans ce modèle simple qu'on avait utilisé pour ce papier-là, on avait la consommation, les loisirs,
le capital humain de la progéniture, le nombre de naissances et évidemment la santé, la probabilité pour un nouveau-né de survie. Donc, les préférences du ménage en termes d'allocation du temps de travail, du loisir, sont modélisées via une fonction d'utilité qui englobe ces facteurs-là, hein, donc, comme je l'ai dit. Ici, on utilise une cote Douglas, donc ça vous donne la préférence entre consommation de loisirs et puis, par exemple, éducation, investissement dans l'éducation des enfants, investissement dans la santé. Et on a une fonction de production du capital humain que j'ai mentionné au début, qui est une fonction à élasticité constante. Et on sait que l'éducation et la santé peuvent être à la fois soit des substituts, soit des compléments. Et donc, on modélise tout ça dans ce modèle-là. Donc, le capital humain, ici, désigne l'ensemble des talents qui rendent les individus productifs. Et l'investissement dans le capital humain est donc une notion assez clé hein, des modèles de croissance économique et de la théorie microéconomique. Donc, l'individu, en fait, va répartir son temps de travail, son temps entre le travail, le loisir, le temps passé à s'occuper des enfants. Les parents vont décider également du temps d'éducation de l'enfant. Et évidemment, comme nous tous, le ménage va gagner un revenu, hein, choisissant son temps de travail. Et donc, il va maximiser son utilité sous la contrainte d'un budget, qui est en fait l'agrégat du revenu généré par les parents et par les enfants si les enfants travaillent. Donc, le ménage va maximiser sa fonction d'utilité sous cette contrainte budgétaire. Et à partir de là, on peut dégager des prédictions en termes de niveau optimal d'éducation euh, de l'enfant, en termes de temps de travail optimal du parent et en termes de nombre de naissances optimales. Et vous voyez que dans ces formules issues de la maximisation d'utilité sous contrainte, elles vont dépendre de la santé. Et donc, on peut connecter ce niveau d'éducation optimale à une politique de santé et voir si le modèle correspond aux données. Donc le modèle nous dit en fait que si l'éducation et la santé sont complémentaires, une meilleure santé va améliorer le rendement de l'éducation. Et donc si cette complémentarité est suffisamment élevée, on devrait avoir un effet d'une politique de contrôle positif qui va améliorer à la fois la santé et l'éducation. De la même façon, si santé et éducation sont suffisamment complémentaires, le modèle prédit que l'offre de travail optimale va augmenter avec la santé des enfants et le nombre optimal de naissances va diminuer avec la santé des enfants. Donc au total, ces modèles nous prédisent certains comportements et des effets qu'on va tester dans les données. Donc pour tester ça, on estime les effets d'une campagne anti-paludisme à grande échelle. On utilise le risque de paludisme avant la campagne comme probabilité de traitement et on exploite la variation avant-après au choc d'éradication ou d'élimination, si vous préférez. Donc, on a des différences en différences, plus ou moins sophistiquées, qui sont traduites ici dans des modèles de régression interagissant des effets d'exposition ou en avant-après avec le choc initial, avec la prévalence initiale de paludisme. Donc voilà nos 27 pays sur lesquels on a testé cela. Les points bleus représentent l'introduction de la campagne d'éradication au paludisme et les tirets sont en fait le nombre d'enquêtes de démographie et de santé qu'on a combinées dans ces données-là. Ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est comme dans les études initiales, le paludisme, le changement de paludisme est fortement corrélé à la prévalence de palud initiale et que cette tendance a marqué un véritable changement avant les années 2000 par rapport à après les années 2000. Avant les années 2000, on avait plutôt une hausse du paludisme et après les années 2000, une baisse du paludisme par rapport au niveau initial de paludisme. Ce qu'on peut faire aussi, c'est regarder si on a des trends parallèles des tendances parallèles entre zones fortement affectées par le paludisme et zones faiblement affectées par le paludisme sur des variables qui ne devraient pas être affectées par la campagne. Donc, c'est une sorte de test placebo pour voir si la campagne n'a pas d'effet sur des variables qui ne devraient pas être affectées. Donc, par exemple, si on prend l'éducation des gens qui ont fini leur éducation, on ne s'attend pas à un effet du paludisme sur ces personnes-là. Et donc ici, on observe un trend parallèle sur les différents âges observés. Au niveau des résultats, et j'ai encore 5 minutes de présentation et j'ai terminé, on s'aperçoit que la campagne de paludisme en Afrique a eu un effet sur la mortalité infantile générale
négatif, un effet négatif sur la fécondité, un effet sur les années d'éducation et positif, et un effet sur l'emploi qui est positif. Évidemment, c'est au sein de l'échantillon des 27 pays qui a été sélectionné pour avoir les quatre variables simultanément. Donc, nos résultats montrent un impact globalement positif de la lutte contre le paludisme. Les campagnes ont réduit la probabilité de mortalité infantile générale, à peu près d'un point de pourcentage de naissance, et ont augmenté le niveau d'éducation, à peu près de 0,4 années d'éducation gagnée, et également la probabilité d'un emploi rémunéré à l'âge adulte de 6 points de pourcentage. La main-d'œuvre a augmenté. Donc, ces résultats montrent que les effets des efforts de contrôle du paludisme vont au-delà des résultats en matière de santé. Et en lien avec le modèle, ça signifie que l'éducation augmente avec la santé et sont fortement complémentaires, ce qui est globalement cohérent avec les études précédentes. Et ça montre aussi que le mécanisme d'éducation est central pour les liens entre d'autres variables interdépendantes. En conclusion, un rapide calcul de coût-efficacité, je le dis sous le ton de la provocation, mais un économiste qui ne ferait pas de coût-efficacité serait probablement moqué. En réalité, on fait assez peu de coût-efficacité en économie, mais on se prête volontiers à l'exercice, qui est plutôt un exercice comptable si besoin. Donc, Rollback Malaria avait évalué le coût par décès évité grâce au programme de moustiquaire à peu près entre 430 et 960 $. Pour les programmes de pulvérisation d'insecticides, c'est à peu près 4000 à 4300 $. Ces coûts sont assez élevés. Si vous prenez une campagne de vaccination contre la rougeole, elle ne coûte que 109 $ par vie d'enfants sauvés. Ici, on a calculé le coût total des campagnes qui ont été mises en place dans les 27 pays sur l'ensemble de la période, donc calculé sur la base des décaissements du Fonds mondial, de President Malaria Initiative et de la Banque mondiale. Ça s'élevait à peu près à 8,17 milliards de dollars, soit 690 millions par an. En combinant ces chiffres avec nos effets de traitement, on trouve à peu près un coût de 250 $ par vie supplémentaire sauvée pour la campagne de paludisme étudiée. Ça veut dire que on est légèrement en dessous, probablement parce qu'on prend en compte ce qu'on appelle des effets d'équilibre général ou des effets d'externalité. Et donc, on a un coût légèrement inférieur à ce qui avait été estimé par Paul McMallard. Donc ça, c'est pour le coût efficacité sur la santé. Le coût efficacité sur l'éducation d'une campagne de santé. Michael Kremer, donc prix Nobel avec Esther Duflo et Banerjee, avait estimé le coût efficacité d'un programme de vermifugation à 3,50 € par année supplémentaire de participation à l'école. En général, les programmes éducatifs coûtent plus cher, 90 $ à peu près par année supplémentaire de scolarisation en moyenne. C'est-à-dire si vous prenez les fournitures de manuels scolaires, les subventions aux écoles, les formations des enseignants, etc., vous allez avoir un coût globalement de 99 $. Dans notre étude à large échelle, en faisant le même type de calcul, on a des ordres de grandeur qui sont similaires à ceux de Kremer, à savoir 4 $ par année supplémentaire de scolarisation. Ça veut dire que c'est assez coût-efficace d'investir dans la santé pour améliorer l'éducation. Et ce sera ma conclusion ici. Évidemment, ces études ont été faites avec d'autres, que je remercie au passage, en particulier Aude Baradimbo, et qui malheureusement nous a quittés en 2018, et ont été également faits grâce à des financements divers et variés. Et donc, je vous remercie pour votre attention et je reste disponible pour vos questions, en espérant ne pas avoir trop débordé sur mon temps de parole. Non, pas du tout, Jocelyn, et nous te remercions pour cette présentation qui, quand même, bah, nous ramène sur des objets qui sont les nôtres à l'EHESP, c'est-à-dire la prévention, la promotion de la santé et combien c'est intéressant d'avoir ton regard d'économiste, hein, combien ces politiques publiques, on va dire, ont des effets au-delà de la santé, et c'est-à-dire par exemple sur l'éducation, voire même sur les sociétés. Euh, il me semble qu'il n'y a pas encore de questions ou de réactions, donc évidemment, j'ai le privilège d'être, d'avoir la parole, donc je vais lancer au moins deux, trois pistes de réflexion, mais c'est pas du tout pour frustrer toutes les personnes qui ont envie de poser des questions, hein. Je les invite vraiment à partager leurs commentaires ou leurs questions. Moi, j'avais alors des questions, alors évidemment, plutôt de sciences sociales et de sciences politiques. Alors, bon, parce que c'est c'est depuis mon point de vue. Donc, peut-être toi, tu vas trouver que c'est naïf. Tu as le droit de réagir de manière vive, voire même de dire que je suis décalée.
mais aussi parce que je ne connais pas du tout ce champ et que ça m'intéresse d'avoir un peu plus d'informations. Donc j'avais une question un peu générale d'ailleurs. Est-ce que ces études sur une cohorte, donc que j'ai compris en Afrique, etc., et sur une pathologie qui est le paludisme, est-ce que tu as connaissance ou toi-même, est-ce que tu portes aussi des objets de recherche sur d'autres types de pathologies et avec d'autres cohortes que l'Afrique? Donc c'est une question un peu basique, mais savoir si voilà ton étude est originale et en combien aussi elle peut être gérée entre guillemets transportée sur d'autres sujets ou sur d'autres continents. Une autre question aussi, c'est est-ce que tes modèles peuvent participer aussi à accompagner les politiques publiques, en particulier sur les questions à la fois je dirais, de santé, mais aussi d'éducation? Est-ce qu'il y a des effets de tes activités de recherche ou même peut-être que c'est déjà le cas? Est-ce qu'il y a déjà, voilà, tes modèles sont incorporés dans les politiques publiques de ces États ou d'un certain nombre d'États ou d'organisations internationales? Euh, un autre point aussi qui m'intéressait aussi, c'est-à-dire est-ce que en entrant par une seule pathologie, c'est le paludisme, alors j'ai compris quand même que c'est pas n'importe laquelle hein, et que ça a vraiment un effet puissant sur la santé, en particulier des enfants et des plus jeunes et des effets à long terme. Mais est-ce que quand même il n'y a pas des, est-ce que c'est pas multifactoriel? Enfin, j'ai pas peut-être voilà j'ai pas tout en tête parce que je fais pas d'économie de la santé. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi les questions tout simplement du système économique local, de l'accompagnement de la scolarité, de l'accompagnement, ou est-ce que c'est vraiment des variables que tu incorpores? C'est-à-dire, j'imagine, il y a quand même des différences entre situations. Même si tout ça, je dirais, tout ça se retrouve sur la zone africaine, il me semble qu'il y a des différences. Donc, je te lance plein de questions et c'est comme au moment des soutenances de thèse, tu choisis des réponses, de répondre à ce que tu veux. Et puis la dernière qui était un peu ma question poil à gratter, mais c'est normal, je pense qu'on te l'a déjà posée. Ça, c'est un petit peu le dialogue entre sciences sociales et économistes. Tu parles de marché du travail, de décision des ménages, mais là, on a, disons, des paradigmes qui sont souvent des paradigmes, pour le dire clairement, de nos méthodologies construites dans nos univers de pensée. Est-ce que en ce moment, il n'y a pas des réflexions aussi venant à la fois des acquis de l'anthropologie, des acquis des sciences sociales, sur le fait que même voilà les décisions que nous on pense allant de soi parce que c'est nos manières de penser pour le dire assez rapidement nous en Occident sur la décision d'un ménage, sur le marché au travail, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas quand même voilà, des influences, on va dire, culturelles ou des influences liées au contexte particulier de chaque groupe humain, on va dire? Surtout que tu as parlé parfois d'ethnie, donc revenir à ces points-là. Comment tu peux contrôler ces variables? Parce que ça demande quand même un appareillage intellectuel, on va dire, compliqué. Et est-ce que tu peux nous en parler si tu le souhaites? Alors, c'est très bien parce qu'entre-temps, il y a des questions. Alors, je ne sais pas si tu les vois, mais il peut y avoir des questions. Il y a des questions de Fanny Elliott sur a-t-on déjà des modèles prédictifs liés à la propagation probable du paludisme dans d'autres régions du monde en conséquence du réchauffement climatique, du changement climatique? Une autre question. Bonjour professeur, j'aimerais demander qu'est-ce qui explique l'effet négatif de la campagne de distribution des moustiquaires sur la reproduction et autres, je ne sais pas ce qui est autre, dans certains pays d'Afrique. Donc, finalement, tu as plein de questions. Donc, tu choisis, tu essayes de nous répondre, en fait, d'animer le débat. Donc, on te laisse carte blanche. Ok, merci beaucoup. Alors, les questions sont toutes intéressantes, hein. Du coup, je vais essayer d'y répondre une par une et à toutes en essayant d'aller vite. Euh, donc, je crois que la première question était sur la transposition sur d'autres problèmes de santé et d'autres contextes. Donc, j'avais déjà fait une présentation à l'EHESP hein, sur d'autres sujets. Donc, j'ai des sujets plus larges sur les inégalités de santé, sur la mortalité par cause, etc. Donc oui, on essaye de transposer ça. L'un de mes sujets d'intérêt au jour d'aujourd'hui est de regarder, par exemple, l'effet du déclin des maladies infectieuses en France, par exemple, sur la mortalité par cause plus tard, sur les générations suivantes. Donc ça, c'est un sujet qui m'intéresse.
La transposition à d'autres problèmes de santé, on utilise également des modèles d'épidémiologie économique sur le Covid. On a eu un projet financé par l'ANR sur ces questions-là. Alors, c'était pas sur la cognition, on a plutôt travaillé sur la santé mentale, sur la mobilité également. Donc, oui, de façon globale, en fait, on peut transposer ces questions à d'autres problèmes de santé que le paludisme. Euh, Deuxièmement, pardon, juste pour terminer, c'est vrai que mon champ de recherche s'intéresse plus particulièrement aux maladies infectieuses, mais on pourrait aussi imaginer des questions d'environnement et de santé assez facilement. La deuxième question était sur l'effet sur les politiques publiques. Donc là, oui, l'objectif, c'est d'avoir un impact sur les politiques publiques autant que possible. C'est pas toujours évident. Il y a un intérêt, comme toute recherche fondamentale, hein, qui est déconnecté de l'impact sur les politiques publiques. Mais ici, comme je l'ai dit, il y a une partie des études, notamment les études des autres collègues, Clark et autres, à partir d'études randomisées, qui ont influencé les recommandations de l'OMS en 2022 sur le traitement préventif intermittent dans les zones sahéliennes, dans les écoles. Donc là, il y a eu des impacts. C'est vrai que sur des études quasi expérimentales en population large échelle, on a peut-être un peu moins d'impact, mais on le voit, l'étude initiale de Jeff Sachs est quand même celle qui a motivé tout un tas d'investissements, notamment ceux dans le paludisme dans les années 2000, la création du Fonds mondial, etc. Donc il y a quand même un effet sur les politiques publiques qui peut être non négligeable. Troisième question, est-ce qu'on prend en compte d'autres pathologies? C'est multifactoriel. On a un accompagnement de la scolarité. Alors normalement, sauf si vraiment on a, sur les études historiques que j'ai montrées, sauf si vraiment on a une correspondance exacte entre deux types de maladies, par exemple helminthiase et paludisme, et aussi une correspondance exacte du timing de la campagne, auquel cas on aura deux effets qui se confondent exactement pour l'analyse de causalité. Maintenant, c'est tout le jeu de l'économètre d'essayer de dissocier ces aspects multifactoriels et de dégager la causalité en se focalisant sur un facteur. Donc, on essaye de le faire avec différentes méthodes. C'est imparfait, on le reconnaît dans les études, hein. Probablement qu'il faudrait aller vers de l'évaluation simultanée de différentes pathologies en même temps et trouver de la causalité multiple à partir de causalité croisée. Donc, on le fait un peu en analyse d'hétérogénéité. Évidemment que sur les 27 pays d'Afrique, on a regardé par sous-zone géographique, par exemple, ou on a regardé par genre, les effets, etc. Ils sont dans l'étude. Je vous invite à aller les consulter. Sur les aspects un peu plus SHS, au sens un peu plus large, hein, l'économie est une science sociale, mais on va dire univers de pensée, anthropologie, etc. Donc, premièrement, ce que je pourrais répondre, c'est que les premières études n'ont pas été faites en Afrique. Elles ont été faites en Amérique du Nord, en Inde, donc dans différents contextes culturels. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a importé en disant, voilà, le paludisme a un effet sur l'éducation des enfants africains. Non, c'était une question qui se posait aussi aux États-Unis, qui se pose de façon universelle. Est-ce que la santé affecte l'éducation? Deuxièmement, on peut aussi penser, par exemple, à la contamination au plomb. On sait que ça peut changer la conception sociale de la maladie, de penser le problème un peu différemment. Si on pense au paludisme asymptomatique, notamment, se dire qu'une forme asymptomatique peut avoir des effets autres euh, et observer sur d'autres facteurs, ça se pose quand même des questions d'appréhension qui vont au-delà de la culture, hein, qui sont assez universelles. Donc ça a été le cas pour le saturnisme, quand on a découvert les effets du plomb sur la santé et sur d'autres facteurs. Donc c'est un peu l'objet de ces études-là, d'aller pousser un peu la limite. Mais évidemment, on est limité, hein. Après, quand on fait ces études, on est accompagné par des chercheurs en local. Quand j'ai commencé avec l'équipe au Mali, c'était Ogomara Dumbo qui m'a proposé de venir. Donc, on n'importe pas un point de vue
externe de l'Occident, on va dire. Enfin, en tout cas, on essaye d'éviter. Par contre, on a des méthodes qui sont celles de l'économie, c'est notre champ. Ça n'empêche pas de collaborer avec des psychologues, des anthropologues ou des sciences plus qualitatives, ou de la sociologie quantitative également. Voilà, pour les questions qui sont sur le chat, est-ce qu'on a des modèles prédictifs liés à la propagation probable du paludisme dans d'autres régions du monde en conséquence du changement climatique? Donc là, oui, je pense. J'ai très peu travaillé sur le sujet, donc je pense qu'il y a beaucoup de papiers dans les revues généralistes, Nature ou autres, sur ces questions-là. Je pense qu'il y a pas mal de modèles. La question que nous, on se pose, c'est comment inclure du comportement dans ces modèles. Il y a un papier qui est assez connu, hein, qui est sorti l'année dernière dans le Quarterly Journal of Economics sur les effets du changement climatique sur la mortalité et comment les individus s'adaptent pour essayer de contenir ces effets et donc qui trouvent des mécanismes d'adaptation. On pense par exemple aux vagues de chaleur, à la mise en place d'alertes ou même de la climatisation chez les personnes les plus fragiles. Et donc, il y a un phénomène d'adaptation aussi au changement climatique pour éviter ces effets négatifs. Donc ça, on a des papiers en économie là-dessus. Sur la deuxième question, est-ce qu'on a regardé les campagnes Pardon, non, j'ai sauté une question. Est-ce que les campagnes, quel est le canal des effets négatifs d'une campagne de distribution de moustiquaires sur la fécondité? Donc, en général, ce que j'ai dit au début, hein, c'est que l'effet biologique il devrait être positif et l'effet de court terme est souvent observé euh, être positif, c'est-à-dire qu'on améliore la santé des femmes et donc du coup on observe plutôt un effet positif sur la fécondité. Mais à long terme, on peut avoir cet arbitrage entre qualité et quantité. C'est-à-dire que si vous améliorez le rendement d'éducation via une politique de contrôle, via une politique de santé, alors vous allez avoir un investissement plus fort dans l'éducation des enfants et par effet de rebond, du coup, probablement moins de fécondité. Et donc, vous allez en quelque sorte remplacer la quantité par la qualité d'enfants. Donc, ces modèles, il y en a beaucoup, hein, des modèles comme ça en économie. On peut inclure différents facteurs comme on l'a fait aujourd'hui. Il y a des modèles qui trouvent ce type de relation et d'autres qui trouvent des prédictions différentes. Probablement que d'autres tests empiriques vous donneront des résultats aussi différents dans d'autres contextes. Là, on trouve ça avec les données qu'on a utilisées. Donc voilà, ce mécanisme-là est une explication possible parmi d'autres. Et enfin, est-ce qu'on a poursuivi les études sur les campagnes de vaccination? Non, elles sont assez récentes. Ce serait bien de le faire. Effectivement, c'est une bonne idée. Pour l'instant, on ne l'a pas fait. Il nous faudrait ça peut être des quasi-expérimentations de ce type, hein, regarder quel est l'effet de la vaccination à long terme sur l'éducation. Par contre, je vois qu'il y a Florence dans le public et je sais que Florence Baudot-Livinec a des études de cohorte en très long terme sur les enfants et ça, c'est évidemment des études complémentaires avec ou non vaccination, je ne sais pas, mais ça peut permettre d'aller un peu plus loin ou de compléter ce qu'on a fait ici. Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Je te remercie, Jocelyn. Oui, je pense que tu as réussi à balayer l'ensemble des questions et tu as répondu à chaque fois de manière, je dirais, très précise. Donc, je pense que tu nous as en tout cas donné aussi voilà, de l'envie d'aller plus loin dans tes travaux et de mieux comprendre ces phénomènes. Et on est un peu, enfin, en tout cas, moi, je suis un peu rassurée que effectivement, ça puisse avoir des effets sur les politiques publiques, puisque c'est quand même un peu l'idée à la fois en question de santé publique et puis d'une manière assez générale, parfois on se demande si la recherche est utile, entre guillemets, mais c'est vrai que l'utilité, c'est déjà de pouvoir voilà, essayer de partager et avoir une influence, surtout sur des questions aussi importantes pour la question de santé, alors en Afrique, mais comme tu l'as dit très justement, et qui ne concerne pas que l'Afrique, et avec le réchauffement climatique, peut-être que ça va prendre de nouvelles formes. Alors, juste pour introduire la prochaine séance, le prochain webinaire, c'est le mardi 12 mars.
Et juste pour vous expliquer que le thème sera sur la violence aux urgences, donc pas tout à fait le même thème, mais un thème en tout cas d'actualité également. C'est Déborah Ridel, qui est docteur en sociologie, ingénieure de recherche à l'EHESP et qui est à la fois rattachée au département SHS et à l'UMR à Rennes, qui présentera ses travaux. Et d'ici là, bien, écoutez, je vous souhaite déjà une bonne journée et puis peut-être pour certains quelques temps de vacances, parce que les vacances approchent. Et je vous remercie. Bonne journée à tout le monde. Merci encore de l'invitation. Merci à toi. Au revoir, bon après-midi.